Bonjour à tous et bienvenue dans Au buffet froid. Mais encore une nouvelle voix, Fred. Encore des voix, mais est-ce qu'on ne deviendrait pas schizophrène à force? Ou alors c'est qu'on est des gens très très conviviaux et que donc on a envie de partager et on invite des gens à notre table. Mais qui a-t-on invité aujourd'hui? Alors est-ce que tu peux te présenter s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc, je suis Naïma. Je suis plutôt dans le domaine du calcul scientifique, donc plutôt dans la recherche, l'accompagnement des chercheurs en France. Et voilà, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui avec un très bon accueil de Fred. Merci beaucoup. Eh ben, on est Avec très plaisir. content de t'avoir avec nous aussi. Tu es donc notre 5e invité. Il s'agit du 11e épisode. Et ce soir, qu'est-ce qu'on a au menu, Fred? Déjà, rappelle-moi. Je pense que c'est les paralysies du sommeil Et les démons associés. et les démons associés. Parce qu'on va voir que c'est un sujet qui est plus sombre que ce qu'on pourrait croire. Commençons par une petite explication. La paralysie du sommeil, qu'est-ce que c'est? Le soleil se couche. Les rayons de la lune transpercent le voile des ténèbres. Vous avez fini de vérifier les devoirs des enfants, le repas a été pris, les douches ont été données, les pyjamas enfilés, et vous avez enfin pu vous faufiler sous votre couette bien chaude. Vos paupières sont lourdes et vous finissez par sombrer dans le réconfortant royaume des songes. Mais cette nuit, les choses sont différentes. Cette nuit, vous vous éveillez alors que le réveil n'a pas sonné et que les heures vous éloignant de sa mélodie se comptent sur plusieurs doigts. Vous êtes réveillé et la position dans laquelle vous vous trouvez est inconfortable. Qu'à cela ne tienne, vous allez simplement en changer comme votre habitude. Seulement, pas cette fois. Cette fois, votre corps refuse de vous obéir. Et vos efforts les plus vaillants n'y changeront rien. Ce n'est pas un rêve. Votre esprit est plus affûté que jamais, et vous voyez parfaitement votre chambre, puisque vos yeux s'adaptent progressivement à l'obscurité. Il n'y a pas de doute, vous êtes bien réveillé, mais il vous est tout simplement impossible de bouger. L'angoisse vous saisit, vous priez pour que ce phénomène cesse dès que possible, et vous vous battez avec votre corps pour qu'il réponde à vos sollicitations et cesse d'être une prison. Bientôt, la peur reste la seule sensation que vous pouvez encore reconnaître. La peur de rester dans cette situation. La peur de ce qui se tapit dans l'ombre et qui semble vous observer. Votre respiration se fait haletante. Vous ne pouvez pas tourner la tête. Mais vous voyez du coin de l'œil une forme. Une forme qui paraît malveillante. Et si vous n'étiez pas seul? Si votre corps immobile était la proie d'une présence venue d'ailleurs? Peut-être que certains d'entre vous ont des sueurs froides à l'écoute de ce récit. Et peut-être que maintenant, vous avez une idée un petit peu plus précise de ce que vivent les gens qui sont frappés par la paralysie du sommeil. À présent que vous avez été plongé dans ce phénomène étonnamment courant, nous allons nous intéresser aux différents aspects qui en font la spécificité. Alors Naïma, maintenant que tu as entendu cette petite introduction, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu toi, d'être réveillé comme ça en pleine nuit, de sentir vraiment que tu es réveillé, mais ton corps refuse de bouger, tu es paralysé, prisonnière de ton corps? Pour moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'entends en fait parler autour de moi. Après, c'est un sujet qui n'est pas très connu, je pense. Je pense pas que c'est une maladie. Je ne pense pas, je sais pas, une question. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, en fait, je sais pas si vous savez, que dit la science en fait pour se paralyser du sommeil? C'est une bonne question. C'est une bonne question et on va y venir. Alors la paralysie du sommeil, ça fait partie d'une grande famille de problèmes de sommeil que l'on désigne sous le nom de parasomnie. Et les parasomnies, ce sont des événements indésirables qui surviennent au cours de la période du sommeil, donc c'est le terme scientifique. Elles impliquent la présence de mouvements et de comportements anormaux et s'accompagnent généralement d'une altération au niveau des émotions, des perceptions et des rêves. C'est un processus durant lequel seule une partie du cerveau est réveillée, la paralysie du sommeil, et c'est pour cette raison que le corps ne répond pas à nos ordres, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, à la sensation qu'on a de se dire je suis réveillé, seule une partie du cerveau est réveillée. Il y a une partie qui Oui. reste en fait endormie, j'imagine. C'est un peu comme si on était à mi-chemin entre le sommeil et le réveil. En fait, c'est le mécanisme de réveil qui s'est déclenché très prématurément et on entre alors dans une phase plutôt de rêve éveillé ou voire, pour certains cas, de cauchemar éveillé. Ah oui, complètement. C'est entre les deux.
Et comme on a plusieurs phases de sommeil, ça intervient pendant quelle phase? C'est le sommeil, ce qu'on dit en fait paradoxal? C'est Non? exactement ça. Ça intervient à ce moment-là. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens qui sont sceptiques sur le phénomène de paralysie du sommeil, du moins les visions cauchemardesques que certaines personnes peuvent avoir durant ce phénomène, ce processus, eh bien, les sceptiques disent ce sont des hallucinations, ce sont des images projetées par le cerveau de la personne pour rationaliser ce qui est en train de leur arriver, alors qu'elles sont à moitié dans un état de rêve. Puisqu'elles sont dans ce sommeil, elles sont encore à moitié dans ce sommeil paradoxal. Mais Fred va nous en dire un petit peu plus. Pour aller un peu plus loin, en 2011, le psychologue clinicien Brian Sharpless, aujourd'hui professeur associé au St. Mary's College of Maryland et co-auteur de Sleep Paralysis, Historical, Psychological and Medical Perspective, paralysie du sommeil, perspective historique, psychologique et médicale, a réalisé l'étude la plus complète à ce jour sur la prévalence de la paralysie du sommeil chez l'homme. Il a examiné les données de 35 études couvrant 5 décennies. Ensemble, ces études ont porté sur plus de 36 000 volontaires. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est pas rien, c'est un bel échantillon. Sharpless a constaté que la paralysie du sommeil était plus fréquente qu'on ne le pensait, puisque près de 8% des adultes affirment en avoir fait l'expérience à un moment ou un autre. Ce chiffre est beaucoup plus élevé chez les étudiants, 28%, et les patients psychiatriques, 32%. Ça, c'est des chiffres intéressants. Je sais qu'à titre personnel, je suis comme Naïma, j'ai jamais été frappé de la paralysie du sommeil. Je ne sais pas si ça a déjà été ton cas, Fred. Je sais pas si ça a été mon cas, je rêve beaucoup, j'ai des rêves assez impressionnants, mais toujours en mouvement moi. Donc, Moi aussi, c'est des rêves spectaculaires à chaque fois. Et je suis même presque à la limite du somnambulisme parce que il m'est arrivé déjà, si je peux raconter un peu ma vie vite fait, Vas-y. j'avais un lit avec un de mes frères qui est parti, superposé en L en fait. Et les lattes du haut se déplaçaient. Et un jour, Donc toi, tu étais sur le lit du bas. j'étais sur le lit du bas. Et un jour, je me suis réveillé. Alors, je ne sais pas si c'est une paralysie du sommeil parce que j'arrivais pas à bouger en fait. Et en fait, je m'étais réveillé, j'avais poussé les lattes du lit et j'étais coincé avec le matelas et j'arrivais plus à avancer. Donc voilà, c'est plutôt ça mes rêves. Et ce qui fait que, si je comprends bien, tu étais entre les lattes et le matelas. Le matelas était sur toi. C'est ça, le matelas était contre ma poitrine et moi j'étais dans le coin du lit et j'étais debout sur mon lit. Donc tu étais bloqué par la présence d'un corps étranger C'est sur ta ça, poitrine. et c'est très très déstabilisant. Mais c'est en réalité, il y avait le matelas qui était Il y avait vraiment le matelas qui était vraiment sur moi. Moi, mon dos était dans l'angle du lit superposé qui était donc en haut. Le matelas et le coin du matelas étaient sur ma poitrine. Et moi, j'avais en fait les lattes étaient reliées par des planches 4x4. Donc il y avait 12 planches. Et moi, j'ai soulevé les planches, le matelas et j'étais coincé dans le coin. Donc c'était assez flippant. Parce que quand tu perds tous tes repères et... j'ai une imagination qui galope assez vite hein, et j'avais l'impression que on me mettait un poids et j'arrivais pas à avancer et j'avais presque l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la chambre à ce moment, alors qu'il n'y avait personne hein. Et du coup j'ai appelé mes parents, j'ai hurlé le nom de mes parents je dirais même, et mon père est arrivé, il m'a délivré du matelas et des lattes. J'étais ton héros à ce moment-là. Et t'avais quel âge? Oh, j'étais tout petit, je devais avoir... 17 ou 18 ans. Non, 25 ans, je dirais. Non, une de 12-11 ans, je pense. Ouais. Parce que ce que j'ai compris, effectivement, pour les études qu'il a effectuées, le psychologue, c'est assez fréquent au bas âge. Je sais pas, il a dit pour les étudiants, on est à 18%, c'est ça? Oui, c'est 28% chez 28. les étudiants D'accord. et 32% chez les patients psychiatriques. Est-ce que ça m'évoque... Alors déjà par rapport à ça, il y a deux choses que je voulais dire, c'est que les auditeurs et Naïma, retenez bien ce que Fred a dit sur le fait qu'il a senti une pression sur sa poitrine, Oui. parce qu'on va y revenir plus tard. Et la deuxième chose, c'est que ce que ça m'évoque, ces chiffres, c'est que les étudiants, il y a plusieurs aspects au statut d'étudiant. C'est un moment assez trépidant parce qu'on devient un jeune adulte, on commence à se projeter un peu dans une... Oui, il y a cet aspect fête, mais il y a aussi du stress, de l'angoisse. Oui, Est-ce par que rapport je aux vais examens. réussir à mes examens? Est-ce que c'est pas un peu mon avenir qui se joue?
Et je me dis que ce climat d'anxiété, Ça pourrait causer, effectivement. ça peut expliquer Oui. de la même manière que quand on voit que 32% de patients psychiatriques disent souffrir de la paralysie du sommeil, on peut imaginer que la pathologie qui les affecte a aussi un lien avec ces sensations. L'anxiété, ce genre de choses, Ils tu sentent- voudrais bah, dire? Je pense que ce sont des causes, effectivement, qui peuvent... oui, Bouleverser en tout cas le sommeil. Comme Ça, si c'est c'était évident. comme si ça c'est donnait le un terrain stress, propice. l'anxiété, après la position peut-être aussi, la façon... Des fois, on dort dans une position qui n'est pas confortable. Ça à fait. pourrait, je sais pas, mais je me demande, peut-être ça pourrait aussi causer Oui, ça peut être une des raisons. Ça peut être complètement. aussi. des troubles de sommeil. Ouais. Mais pour aller un peu plus loin, les individus qui souffrent d'anxiété ou de stress et ceux qui manquent de sommeil sont plus à risque de vivre un ou plusieurs épisodes de paralysie du sommeil. Tu vois, on n'était pas tombé très loin alors. Oui. C'est pareil, mais Naïma, tu as tout à fait raison, parce que quand on prend une mauvaise position, des fois, on ne dort pas bien pendant plusieurs jours. Donc ça peut aussi expliquer la position que l'on prend pendant le sommeil. Ça peut expliquer aussi le manque de sommeil ou le surmenage aussi, parce que du coup, on n'est pas dans un sommeil réparateur. Complètement. On est habité par les mauvais moments de la journée, on est préoccupé. Et ça explique cette impossibilité de se calmer, de se relaxer, alors que le sommeil, c'est censé être un moment de détente. Moi, j'ai une petite question, peut-être avant d'avancer. Est-ce que il y a un danger pour la santé Et par ben, Alors, si on en fait trop, effectivement, il est conseillé d'aller voir un spécialiste du sommeil, en tout cas. Parce que c'est pas normal de faire autant de paralysie du sommeil. C'est quelque chose qui ne doit pas t'arriver très régulièrement, en tout cas. Et je pense que c'est aussi à mettre en lien avec, parce que si tu enchaînes les paralysies du sommeil, on peut imaginer que certainement tes nuits, comme tu le disais, ne sont pas réparatrices. C'est ça. Et au bout d'un moment, le manque de sommeil ou de sommeil réparateur peut créer des formes d'hallucinations, même pendant la journée d'ailleurs, et avec Et une même- mise en danger. Quand tu n'as pas un sommeil réparateur, ça joue sur ton humeur, ça joue sur les relations que tu peux avoir avec les autres. Donc, Et d'ailleurs, la plupart des maladies de type dépression sont accompagnées par des troubles du sommeil, et ce qui ne fait qu'amplifier les difficultés ressenties par la personne. Et donc, qui peut aussi accroître peut-être des tendances aux idées noires à minima, voire des tendances à vraiment penser à tentative de suicide, etc. Et en ce sens-là, donc je pense qu'on peut dire que certainement ça peut être une cause de danger ou de vigilance. C'est pour la ça- fatigue, hein, c'est une des causes habituellement associées aux paralysies du sommeil. Le changement soudain dans les habitudes quotidiennes, un déménagement, un changement d'emploi, un deuil, un croûtage au bureau, c'est aussi un des éléments. Et une mauvaise hygiène de sommeil. Horaire de sommeil irrégulier, tu vas te coucher à 2h du matin, le lendemain à 10h, etc. Le corps n'arrive pas à Le corps ne s'adapter, s'adapte à trouver pas. un rythme. Il faut avoir un minimum de sommeil, hein. On dit toujours que c'est 8 heures de sommeil et il faut, si possible, avoir des sommeils réguliers, se coucher à la même heure, se lever à la même heure, c'est assez important. On peut toujours faire un peu de fête, mais il ne faut pas trop Il faut que ce digresser. soit l'exception pour que le corps soit conditionné à un rythme régulier qui lui permet de conserver son aptitude au repos. Il y a un autre que j'ai découvert, dormir sur le dos est également aussi associé à un plus grand risque d'émergence de paralysie du sommeil. Ouais, j'y aurais pas Moi non pensé plus. à ça, et c'est vrai que je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi j'ai beaucoup de mal à dormir sur le dos. Quand je suis sur le dos, j'ai l'impression comme une sensation, pas de noyade, mais d'être envahi par envahi. le vide, comme s'il y avait une immensité qui était prête à m'aspirer, Ouais. et c'est une source un peu Ouais, je pense d'angoisse. que quand on dort plutôt sur le ventre, c'est quelque chose de sécurité. C'est Parce que, contenant. voilà. Parce qu'on ne sent pas cette sensation, effectivement, de ce que tu as expliqué, le vide qui est tout autour de toi. C'est l'impression que ouais. j'ai.
Alors moi, je suis dans le contraire de vous deux. Je ne sais pas dormir autrement que sur le dos. C'est vrai? Je ne supporte pas dormir sur le ventre. Ça m'agace. Je ne suis pas bien. J'ai la tête, je ne sais pas où mettre ma tête. Mon bras me gêne. J'aimerais arracher les bras et les mettre sur le côté. Il m'en faudrait une troisième du coup. Mais non, non, moi j'aime bien m'endormir sur le dos. Après, je ne sais pas si je reste toute la nuit sur le dos parce que je pense que je dois bouger. Mais je m'endors tout le temps sur le dos. Mais C'est aussi bien, c'est si tu étais sur le ventre que tu souffrirais de paralysie du sommeil. peut-être, va savoir. La paralysie du sommeil est aussi souvent rencontrée chez les individus souffrant de narcolepsie. C'est un trouble du sommeil où il y a la présence d'endormissement à caractère spontané et incontrôlable. C'est des personnes qui peuvent s'endormir à n'importe quel moment de la journée, mais sans le vouloir, qui Un sont peu- en pleine conversation et vont tomber Et tête la d'un première coup, contre la elles vont table. Un peu comme dans le film avec Guillaume Canet, Oui, il y avait eu un film sur ce sujet. Narco. avec lui. qui doit s'appeler Narc, je Narco, crois. Narc, quelque chose comme ça. Toutefois, un très grand nombre de personnes affectées par la paralysie du sommeil ne sont pas nécessairement atteintes de cette problématique. On peut imaginer que c'est une circonstance qui amplifie le phénomène, mais on n'est pas obligé d'être narcoleptique pour souffrir de paralysie du sommeil. Heureusement. Et Heureusement. comment on pourra en fait effectivement différencier un rêve qui ressemble vraiment à la À la paralysie? réalité? Oui. Mais je pense que la personne qui souffre de paralysie du sommeil, elle va être capable de mémoriser les événements de ce passage de façon suffisamment claire pour être certaine que ça n'est pas un rêve. Parce que même quelqu'un qui se souvient beaucoup de ses rêves, j'ai l'impression que c'est ton cas, Fred, c'est aussi mon cas, hein. Souvent Oui, je suis moi aussi, je capable me de... souviens très très bien de mes rêves. Mais même en s'en rappelant très précisément, alors déjà, pour ma part, il y a le fait que souvent c'est des rêves trop spectaculaires pour que je me dise que c'était la réalité. Et puis même si je m'en rappelle bien, il va quand même toujours y avoir des zones un Oui. petit peu d'ombre, de au Des moins. dissonances. Et puis un peu comme dans le film Inception de Christopher Nolan, où ils disent, quand on est dans un rêve, qu'on se réveille dans un rêve, on ne se rappelle pas du début. Et je pense qu'il y a cet aspect-là qui permet de différencier, alors que la personne qui est en train de souffrir de paralysie du sommeil, elle va certainement pouvoir identifier le début de cette paralysie, le début de son réveil. Enfin, c'est mon interprétation. Et ça dure combien de temps? Ben, c'est variable, mais ça peut aller jusqu'à une quinzaine de minutes. Pour certaines personnes, ça ne dure que quelques secondes. C'est assez variable, je pense, non seulement en fonction de la personne, mais aussi en fonction du contexte et du moment. D'accord. Et pour sortir des paralysies du sommeil, il faudrait soi-disant penser à quelque chose d'agréable parce qu'on est quand même très angoissé dans les paralysies du sommeil. Donc ça serait le moyen de sortir, de penser à quelque chose d'agréable. Et quand on est sur une paralysie du sommeil, on a toujours, de toute façon, c'est très angoissant. Donc on n'est pas sur un rêve très agréable, on est plutôt de l'ordre du cauchemar, un peu réel. Donc je pense que ça doit aider de penser à des choses très 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 belles, D'essayer voire de se agréables. détendre. Pour s'en sortir. Est-ce Mais- que la personne qui est à côté, par exemple, s'il y a quelqu'un qui souffre des troubles de sommeil comme ça à répétition avec une fréquence assez élevée et que le compagnon ou la famille qui sont autour, ils sont au courant, est-ce que par exemple, parce que 15 minutes, j'imagine quand même C'est long. c'est long dans un... Ça doit paraître interminable. Oh oui. Et puis La la première personne. fois que ça t'arrive, ce que je me dis, c'est que tu dois te poser la question, est-ce que j'ai un problème à la colonne vertébrale? Est-ce que je suis vraiment paralysé avant de Et te moi, rendre ma compte que- question vraiment, est-ce que l'intervention de quelqu'un qui est autour, s'il ressent, est-ce qu'il peut en fait sortir cette personne-là, cette souffrance, même si... Ah, comme dans le somnambulisme, tu veux dire? Eh ben, je suis pas certain parce Je que suis pas certain non plus. j'ai pas de témoignage de conjoints de personnes qui souffrent de paralysie du sommeil. Par contre, il y a une de nos auditrices fidèles, et donc j'en profite pour faire une petite dédicace, salut Amélie, qui souffre de terreur nocturne. Et ce qu'elle explique, c'est que quand c'est le cas, donc ça réveille son compagnon, son mari, parce que c'est assez violent les terreurs nocturnes, hein. Souvent c'est accompagné de cris, etc. Et il ne peut rien faire, parce qu'elle ne peut pas être réceptive à ce qu'il est en train de faire.
Est-ce que ça serait même déconseillé peut-être que de réveiller quelqu'un qui fait soit une paralysie ou... Parce que quand on est sur du somnambulisme, on dit toujours qu'il ne faut pas réveiller les personnes C'est ça. Donc il vaut mieux les accompagner, être prudent qu'ils ne se blessent pas, mais pas les réveiller parce que ça peut créer un trouble encore pire. Donc est-ce qu'on ne serait pas pareil dans les paralysies du sommeil ou même... Quand on essaie de faire un parallèle entre les différentes formes et qu'on essaie de définir une conclusion, je dirais que la difficulté, c'est que dans la paralysie du sommeil, il y a quand même cette notion que la personne n'est pas vraiment endormie, qu'elle est au moins en partie réveillée, alors que dans le somnambulisme Oui. et la terreur nocturne, on est est face à quelqu'un endormi. qui n'est pas conscient de ce qui se passe, qui n'est pas en phase d'éveil. Oui, la paralysie du sommeil, il est forcément conscient. Donc il est quand même sur une phase de réveil prématuré. Mais Donc, peut-être que ça peut même l'inquiéter davantage. Si, admettons, tu es en phase de paralysie du sommeil et que tu as ton conjoint qui te dit vas-y, Réveille-toi. j'arrive pas à bouger, je suis bloqué. Mais En bouge, en bouge. admettant que la personne arrive à articuler si elle est paralysée. Bah, je pense pas qu'on pourra dire ça parce que de ce que j'ai compris, on pourra pas parler. Donc, Eh ben, c'est ce que je me dis aussi. oui. Oui, si on est paralysé. ça veut dire C'est, que- logique. voilà, on a le corps en fait, Qui ne on répond n'arrive plus. pas à bouger le Ouais. corps et puis même la voix, on pourra pas vraiment parler. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Et ce qui fait que le conjoint, certainement, Il sera pas. il sera oui. pas Ma au question courant. n'est pas vraiment. Oui, oui, je Mais suis en d'accord. admettant qu'il soit au courant, peut-être que s'il essayait de lui dire attends, je vais t'aider, je vais te faire bouger, etc., et que ça ne provoquait pas de réaction, que ça ne permettait pas à la personne de rompre cette paralysie, ça pourrait l'inquiéter encore plus. De se dire j'ai mon conjoint qui est en train d'essayer de m'aider, et puis ça marche pas, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais rester comme ça? On pourrait peut-être proposer, c'est vrai que sur les 2 témoignages qu'on a, il n'y a pas de couple. On pourrait essayer de voir si au prochain podcast, pour 5 Appel à minutes, témoin. un appel à témoignage ou même nous se renseigner un peu plus sur les couples, c'est vrai que peut-être on devrait trouver peut-être quelque chose ou pas. Parmi nos auditeurs, si quelqu'un souffre de paralysie du sommeil et que vous pouvez nous partager votre expérience et notamment de nous dire ce qui se passe avec votre conjoint, est-ce qu'il arrive à en être témoin, est-ce qu'il arrive à vous aider, on veut bien que vous nous le fassiez savoir pour qu'on puisse éventuellement l'évoquer dans un prochain épisode si vous en êtes d'accord. Et si vous vous demandez, chers auditeurs, à quoi correspondent les peurs de ceux dont les nuits sont perturbées par des telles formes de paralysie, la science vous répondra que le cerveau est une usine à histoire et qu'il ne s'agit de rien de plus que d'hallucinations. La personne ne serait pas complètement réveillée, elle se situerait à un moment entre l'éveil et le sommeil, en pleine phase de sommeil paradoxal, et c'est ce qui expliquerait les sensations qu'elle ressent. Donc tu avais bien compris tout le phénomène dès le départ, Naïma. Bah, un petit peu. Elle suit bien, Elle est forte. elle est forte. Mais on n'a que des invités très forts, je trouve. Pour l'instant, Pour l'instant, le niveau est très il va y élevé. avoir de la pression pour les prochains invités parce Ouais. que là, Il faut se mettre au niveau, hein. ils sont tous Exceptionnel. ils sont tous intéressants et intéressés. Et au final, ces explications sont indéniablement des facteurs qui donnent un contexte à la paralysie elle-même. Mais cela ne signifie pas que l'interprétation qu'on fait du phénomène à travers ce prisme est la seule valable. Ici, au buffet froid, nous ne prétendons pas détenir la réponse ni la vérité. Comme nous l'avons déjà dit dans plusieurs dossiers, nous avons le plus grand respect pour le travail des scientifiques et nous consultons d'ailleurs toujours leurs écrits lorsque nous préparons une émission. Toutefois, il nous semble intéressant de nous plonger dans des explications alternatives, des explications qui sortent des sentiers battus par la science. Et ce, d'autant plus que la science elle-même est souvent amenée à réajuster sa trajectoire. Nous allons donc vous présenter des éléments déconcertants qui, comme cela a été le cas pour nous, vous pousseront peut-être à vouloir explorer ces sentiers alternatifs. Et on va parler des fameux démons de la paralysie du sommeil, les apparitions de la nuit. Il y en a plusieurs sortes. La forme la plus connue d'apparition nocturne, celle qui est le plus souvent évoquée par les victimes de paralysie du sommeil, est celle des shadow people, qu'on pourrait traduire en français par les personnes de l'ombre ou le peuple de l'ombre. Les personnes de l'ombre seraient des sortes de silhouettes qui évolueraient à la périphérie de notre vision,
à la limite de ce que l'œil peut voir. Certains les décrivent en disant que c'est comme de regarder une personne dans le noir complet, peu importe à quel point la pièce où on se trouve peut être éclairée au moment de la rencontre. Donc tu es dans ton salon, la lumière est allumée, et tu vois cette espèce d'ombre qui reste noire, obscure, malgré la lumière. C'est un Comme peu si ça, elle l'idée. mangeait la lumière. Oui, c'est un peu cette idée-là. Et en ce sens, j'évoquais dans la deuxième partie de l'épisode 2 sur les lieux hantés ma rencontre avec une espèce de silhouette qui avait échappé à notre vigilance, à mes deux camarades et à moi-même. Et en travaillant sur ce dossier, j'y ai repensé. Et je me suis dit, est-ce que ça n'était pas une personne de l'ombre? Ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est vrai. Maintenant que on aborde ça, c'est vrai que ça pourrait y faire penser. Alors pour le coup, on n'était pas en phase de paralysie du sommeil, mais il y a cette sensation que ça ressemblait à une espèce de silhouette, à une ombre, et qui évoluait différemment de nous. Ah bah, peut-être. Toujours dans la lumière en plus. Toujours dans la lumière, donc une piste de réflexion. Et peut-être que les shadow people n'apparaissent pas qu'aux paralysies du sommeil. Mais c'est ce que j'en viens à me demander. Les personnes de l'ombre n'apparaissent généralement que pendant une fraction de seconde, ce qui était le cas de cette fameuse silhouette que j'avais vue avec mes camarades d'ailleurs. Et disparaissent souvent lorsque vous clignez des yeux ou lorsque vous vous concentrez sur eux. Il est très rare d'en voir un de face, et lorsque c'est le cas, ça ne dure qu'un instant. Un instant qui semble une éternité pour la personne paralysée, surtout lorsque la personne de l'ombre s'approche par un mouvement rapide et saccadé, qui semble tout droit sorti d'un autre pan de réalité. Il apparaît que les personnes de l'ombre sont particulièrement attirées par ceux dont la santé mentale est précaire, peut-être pour se nourrir de leur souffrance, de leur peur ou tout simplement de leur énergie. Pour certains, il s'agirait de démons essayant de tromper les êtres humains, mais leur capacité ne leur permettrait pas de reproduire complètement l'apparence d'un humain, et c'est pour cette raison qu'ils ressembleraient à des silhouettes plutôt qu'à des formes complètes. Est-ce que c'est pas les shadow people qui ont inspiré le film La prophétie des ombres avec Richard Gere? Alors je n'ai pas vu ce film, mais Parce que ça y ressemble beaucoup. Le titre anglais c'est The Mothman Prophecy, non? Peut-être, je connais pas le Il titre faut que je anglais. le voie si c'est celui-là parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Il paraît que pour un film qui est pas sans cibler horreur pure, il est assez angoissant. Il est très angoissant. Mais parce que quand je t'écoute, ça me fait penser à La prophétie des ombres. Donc, Tu connais ce film, Naïma, La prophétie des ombres avec Richard Gere? Non. C'est à regarder. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais ça m'a laissé un bon souvenir puisqu'il ressurgit là d'un coup. Il faut qu'on le regarde. Bah, effectivement, ça me donne envie de. Je vais le Est-ce regarder. que tu aimes Moi les aussi. films angoissants, Naïma? Oui, j'aime bien. Ouais. Eh ben alors Ben tu voilà, vas être ce sera le servi. défi pour tout le monde de regarder La C'est prophétie bon, c'est des noté. ombres. Il existe d'autres formes d'apparitions nocturnes qui viendraient hanter des personnes frappées de paralysie du sommeil. Et ces phénomènes seraient non seulement répandus partout dans le monde, mais ils seraient en plus anciens. Et je vais laisser la parole à Fred pour évoquer une autre forme d'apparition nocturne. Je vais vous parler de l'Alpe. Il s'agirait d'une sorte d'elfe dans le folklore allemand, mais un elfe à tendance démoniaque. On n'est pas sur Legolas du Seigneur des Anneaux. C'est pas l'elfe beau gosse. C'est pas l'elfe beau gosse et gentil et qui tue les méchants avec son arc. Il hanterait les nuits des gens et transformerait leurs rêves en cauchemars. Contrairement aux personnes de l'ombre, les Alpes ne ressemblent pas à des silhouettes, mais plutôt à des créatures blafardes, aux traits menaçants et au regard rouge inquiétant. D'ailleurs, il existe des représentations sur différents tableaux de l'Alpe où ça ressemble vraiment à un petit démon avec des oreilles pointues et tout. Et ces petits démons pointus, ils aimeraient s'asseoir sur la poitrine de leur victime. Et c'est pour ça que je vous disais un petit peu plus tôt, rappelez-vous bien ce que disait Fred sur cette sensation que quelque chose était appuyé contre sa Ouais, poitrine. quand c'était le matelas, effectivement, qu'il a senti qu'il était contre son corps. Un peu aussi comme le film L'Emprise aussi, j'avais beaucoup aimé, celui-là m'a fait très peur. C'est celui avec le père et ses enfants qui pensent être des messagers de Dieu. Alors non, c'est pas celui-là, c'est celui où une femme elle est violée par un démon. Souvent, je crois que ça doit s'appeler L'Emprise. Moi, je le connais sous ce titre-là. À vérifier alors. Donc, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que C'est tu souvent comprends, une femme en ouais. plus. Donc, le film est aussi lié à une femme.
Et ça l'empêche donc cette femme de bouger et rend sa respiration difficile. C'est sûr que si on a un poids mort en plus sur la poitrine, ça doit rendre d'autant plus difficile de reprendre son souffle. La présence de l'Alpe, et en particulier sa position, serait le déclencheur de la paralysie du sommeil. A noter que malgré les attaques surtout ciblées sur des femmes, il semblerait que les actes des Alpes soient rarement à teneur sexuelle. Ajoutons que les pouvoirs de l'Alpe sont multiples. Il y aurait notamment la faculté de changer de forme. Durant le jour, il prendrait ainsi l'apparence d'un animal pour espionner sa victime et ainsi l'étudier, ce qui lui permettrait de personnaliser les cauchemars dans lesquels il va plonger la future victime. En fait, l'Alpe, c'est un pervers narcissique. Il va étudier sa proie, il va comprendre ses habitudes et il va se servir de ça pour l'étouffer. En tout cas, il est super stratège. Il observe et après, il agit. C'est pas mal C'est ça. le moins qu'on puisse dire, c'est un pervers. En faisant de chaque cauchemar une expérience unique, l'Alpe se délecte du tourment infligé à sa victime. Il se nourrirait de la souffrance et de l'effroi de sa victime. Les pouvoirs de l'Alpe lui viennent de son chapeau. Aussi, s'il le perd, il engagera des efforts incroyables pour le retrouver. Et vous serez peut-être ainsi sauvé. Oui, parce que l'Alpe, si jamais tu retrouves son chapeau, bien que ce soit plutôt un démon et une créature qui fait du mal, par contre, il va être très gentil avec la personne qui a retrouvé son chapeau. Il va exaucer un de ses souhaits. Et ça ne sera pas un vœu tordu où en fait il fait en sorte que ça se retourne contre la personne. C'est pas comme un djinn. Non, il va vraiment exaucer le vœu pour faire plaisir à la personne parce qu'il est reconnaissant d'avoir trouvé ce chapeau qui lui permet d'avoir accès à ses pouvoirs. En tout cas, c'est un démon très élégant, parce que le chapeau, c'est très élégant. Il évite toujours de perdre son chapeau. Si la description de l'Alpe s'inscrit clairement dans une tradition de folklore, il convient tout de même de noter que plusieurs éléments de la paralysie du sommeil et de la peur viscérale qui frappe les victimes existent déjà dans les récits qui entourent cette créature. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce mythe de l'Alpe, il est vieux. Ça remonte vraiment à plusieurs siècles en arrière. Et on voit que déjà à cette époque, même si c'est du mythe... On ne connaissait pas peut-être le mot le mot Alpe? Non, paralysé du sommeil. Peut-être qu'ils avaient en fait une autre signification ou ils l'appelaient autrement. Hein. C'est ça, mais ils essayaient de trouver des explications. Oui. Ouais, c'est exactement ça. Autre personnage notable, le Atman, ou l'homme au chapeau. De nombreux témoignages de tous les côtés du globe font état de rencontres avec ce fameux Atman. Il ressemblerait davantage aux personnes de l'ombre, mais aurait la particularité de porter une forme qui évoque fortement un chapeau. Il apparaîtrait en plein milieu de la nuit, lorsque la personne se réveille, et la toiserait en se tenant devant sa porte de la chambre. C'est sûr que se réveiller en pleine nuit et puis voir un individu dans le tenant de sa porte... Ça doit être super angoissant. Ça doit être terrifiant. En 2001, Timothy Brown Jr., un auteur, lance un website destiné à répertorier tous les témoignages d'apparition du Atman ayant lui-même été confronté à cette entité. Son objectif est de comprendre, d'analyser et enfin d'expliquer le phénomène. À ce jour, le site internet est toujours actualisé avec de nouveaux témoignages et Brown a décidé d'écrire un livre décrivant en détail ses recherches et ses conclusions. Donc ça fait 22 ans que monsieur Brown il travaille sur le recueil des témoignages. Ouais. Il y a même un Facebook On peut sur dire Atman. qu'il a dédié sa vie à cette recherche sur le Atman. Parce que c'est un truc qui est vraiment très peu connu. Je pense qu'il n'y avait pas à l'époque assez d'investissement dans ces troubles de sommeil. Mais je pense que ça vaut le coup effectivement d'avoir effectué des recherches et des études pour pouvoir analyser, comprendre déjà le mécanisme et puis c'est peut-être en fait les causes. Et puis plus on va en avoir une compréhension fine, plus ça va permettre de déterminer ce qui est de l'ordre d'une souffrance qui est dans le réel, de ce qui est peut-être davantage une fabrication du cerveau, et de cette façon trouver comment apaiser la personne et faire en sorte que ce ne soit pas une souffrance comme ça. Le fameux roman Atman is Identity Revealed sera publié en janvier 2024. Brown a donc dédié plus de 20 ans de sa vie à étudier
le Là, phénomène il du est Atman. obstiné, hein, ce Brown. Je dirais qu'il est même plus On est à la obstiné. frontière On de est à la l'obsession. frontière de l'obsession, si Ouais, ce ouais, n'est c'est pas, vrai. si on n'y a pas plongé déjà. Voilà comment l'auteur décrit son livre. Après avoir lu attentivement, recherché et expérimenté Atman et d'autres êtres de l'ombre au cours des 2 dernières décennies, Timothy Brown Jr. propose maintenant sa compréhension exacte de qui ou de ce que sont ces êtres dans son nouveau livre The Atman is Identity Revealed. Ce qui est choquant, c'est que même si les gens sont témoins de ce phénomène partout dans le monde, il existe des points communs qui traversent presque toutes les histoires. En d'autres termes, les histoires sont liées, la vraie question est pourquoi ? Brown a recueilli des milliers de témoignages sur son site, mais il a aussi partagé le sien, celui qui explique son obsession, et c'est ce qu'on disait il y a quelques secondes, et son travail. Nous n'allons pas reproduire l'intégralité de ce témoignage, mais nous vous en proposons des extraits, Oui, n'est-ce parce pas que Léo ? c'est un témoignage qui est quand même très long. Mais c'était important de pouvoir l'évoquer au moins en partie parce que ça donne du contexte à cette histoire de Atman. Et surtout, ce qui est fascinant, je trouve, dans la description qu'il en fait, c'est de dire, parmi les milliers de témoignages qu'il a pu recueillir, il a pu établir des points communs récurrents d'une histoire à l'autre. Et on se dit, comment c'est possible ? Si ce Atman est juste une hallucination, s'il est l'invention du cerveau des personnes qui souffrent de paralysie du sommeil, comment expliquer qu'elle voit toutes des choses communes comme ça partout dans le monde ? Il y a des époques différentes. Bah peut-être en fait, moi ça me paraît pour toutes les personnes qui ont vécu ça, il y a de la peur. Et peut-être la peur en fait qui est un point commun, bah, provoque des hallucinations Commune. communes. Peut-être. Voilà, ça Oui, pourrait en peut-être fait. qu'il y a un mécanisme dans le corps qui est commun à toute la race humaine. Et je vais dans le sens un peu de Naïma. S'il y a un mécanisme commun, de ce fait-là, avec la peur, on réagit tous de la même façon. On verrait presque tous le. C'est la peur, Donc- c'est la nuit, c'est le noir. Mmh. On est dans C'est la des peurs même. primales. Voilà. Donc on serait dans une forme d'inconscient collectif C'est ça. qui viendrait expliquer ces récurrences Ouais. dans les faits observés. Eh Ça ben, pourrait. Oui, c'est une explication tout à fait plausible. Hein. Bon, on arrête le podcast, on a trouvé. Allez, stop. Allez, penchons-nous maintenant sur ce fameux témoignage de Timothy Brown Jr. Mon expérience avec The Atman a eu lieu en 1994, alors que j'avais environ 14 ans. Je vivais à l'époque avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère chez moi à Nashville. De l'endroit où j'étais allongé sur mon lit, regardant vers mes pieds, j'avais une vue dégagée jusqu'à l'intérieur et à travers la chambre de mon arrière-grand-mère, qui était juste parallèle à la mienne, car il n'y avait pas de porte entre ma chambre et la sienne. Je pouvais aussi voir dans le couloir juste de l'autre côté de sa chambre. Juste à l'intérieur du couloir se trouvait la porte menant à la chambre de ma grand-mère. Quelque chose que j'ai entendu à la télévision a fait du bruit et m'a fait me réveiller et ouvrir les yeux un peu plus grands. Mais cette fois, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Pendant un bref instant, j'ai pensé que le mouvement que je voyais pouvait être celui de ma grand-mère qui se levait pour aller aux toilettes. Mais alors que je concentrais davantage mes yeux, regardant à travers la chambre de mon arrière-grand-mère jusqu'au couloir, j'ai très vite réalisé que ce n'était pas elle. J'ai vu une grande silhouette ressemblant à un humain, et cette silhouette ressemblait à celle d'un homme. L'homme n'avait aucun trait distinctif. Je ne voyais ni yeux, ni nez, ni bouche, seulement du noir. Il ressemblait à une ombre, mais en plus sombre, beaucoup plus sombre. Il avait un chapeau à très large bord et un long trench coat qui flottait à mesure qu'il bougeait. C'est très précis comme description. Ça a l'air encore vivace puisqu'il a vu ça en 1994, on le rappelle. C'est ça. Il se tenait là, sur le seuil entre la chambre de mon arrière-grand-mère et celle de ma grand-mère. Il a penché sa tête et son corps vers la chambre de mon arrière-grand-mère et a regardé à l'intérieur, tournant la tête vers elle, puis vers moi. Il resta là pendant ce qui sembla une éternité, à regarder fixement. Il s'est ensuite déplacé très lentement et sans bruit vers le couloir, juste hors de ma vue. Alors que je continuais à regarder, j'ai alors vu cette silhouette plus noire que noire se diriger vers la chambre de ma grand-mère. Tout comme avant, il pencha son corps et sa tête dans l'embrasure de la porte, la regardant, encore une fois sans faire de bruit. Il se pencha ensuite en arrière et disparut dans le couloir. À ce stade, je ne savais pas quoi faire. J'étais convaincu que nous avions une sorte de cambrioleur dans la maison. Alors j'ai rassemblé autant de courage que possible. J'ai sauté du lit en criant,
et j'ai foncé dans le couloir prêt à me battre. J'ai tourné et il était parti. Il s'est avéré que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère avaient vu la même chose que moi. Il est très courageux à cet âge-là, parce que moi, je ne serais pas sorti de mon lit. Hein. Et tu dis ça, mais Non. il avait peur pour sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Donc il était porté par l'adrénaline et le désir de les protéger. Et certainement que dans des circonstances similaires, tu aurais été frappé d'une même décharge d'adrénaline. Je ne crois Mais pas. donc il non. était en train de vivre, si j'ai bien compris, quand même du paralysé du sommeil. Ça donne le c'est- sentiment que dans un premier temps, il est resté paralysé dans son lit à Ouais. observer ce qui se passait. Et une fois que la silhouette a disparu de sa vue, Il a pu Donc, récupérer son corps. Ouais. Il a il a pu récupéré s'en l'usage sortir. de son corps et il est sorti voir il a émergé de cette paralysie et il a pu bondir du lit. et Mais ce il qui- est allé voir. ouais. Si Ce qui est l'homme vraiment était là. ce que j'arrive à trouver en fait pas intéressant, mais qu'il il est en train de dire que sa grand-mère a vu la même chose. Et son Et son grand-père. arrière-grand-mère Et son aussi. arrière-grand-mère Donc ils aussi. ont vécu en fait la même histoire. Et la même Leur expérience cerveau que a raconté la même même histoire histoire. en fait. Les trois, ils peuvent pas. Alors, on peut au moins dire qu'ils vont pas inventer les trois la même chose. ils corroborent leur version. Oui, Ils ont vu c'est la même ça. chose. Donc il y a l'explication scientifique. Et je sens que Naïma, elle est dans cette Oui. explication scientifique. Oui, C'est j'arrive une pas- hallucination, le cerveau Oui. et ça. Parce que quand même vivre la même chose, ça me paraît, je sais pas. Une hallucination collective, tu veux Oui, dire. oui, collective qui est la même quoi. Oui, qui est exactement la ouais, même. exactement la ça fait même. quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais tu sais, Naïma, tu n'as pas... J'arrive pas à expliquer en fait ça vraiment Mais comment parce on qu'on ne pourra. peut pas toujours expliquer selon moi. Alors, dans cette émission, il y a deux dynamiques. On a Fred qui est plutôt sceptique par nature et moi qui ai tendance à croire un petit peu plus. Il croit Alors, tout. Léonard non, croit tout. je ne crois Naïma, pas. il croit tout. Je sais que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter encore l'épisode sur les lieux hantés. Ouais. Il faudra que tu puisses l'écouter et en particulier que tu puisses écouter la deuxième partie parce Oui. que dans cette deuxième partie, on évoque des expériences personnelles que nous avons vécues, Fred et moi, et je fais référence à quelque chose qui peut se rapprocher de cette histoire. Et C'est à vrai. ce moment-là, on était également trois personnes qui avons vu la même chose. Donc je t'invite à l'écouter et puis tu me diras. Suspense, Naïma, Je suspense. ne veux pas en dire plus parce que les Tu vas auditeurs spoiler. qui nous suivent Non, depuis tout à le l'heure on début, a en dit plus, ils ont tous des points communs. En fait, il y a cette peur, il y a toujours une histoire, un cambrioleur en fait qui est rentré, un poids qui est sur la poitrine. Tout ça, c'est, tu vois, ça me paraît logique. Mais en fait, trois personnes Ça, c'est qui pas ont logique. exactement la même hallucination, je trouve ça. Comment tu l'expliques Bah, Parce qu'elles étaient- Elle explique pas. C'est Elle Moi, veut je dire l'explique des pas. exemples Il n'y a pas différents. C'est ce d'explication. qu'elle veut dire, Naïma. Ouais. Oui, Naïma, non, mais quand elle dit je que dis- ça elle trouve pas d'explication. Elle dit que c'est quand même pas très, c'est illogique que trois personnes Mm. aient vu la même chose La au même même Non, mais moment. c'était une question rhétorique. Ah, c'est-à-dire. pardon, nous Mais, n'avons mais pas oui, compris. c'est illogique, c'est irréel. Et parfois, ce qui est irréel prend le pas sur ce qui est rationnel. Et c'est l'impression que ça donne. Là. Mais attendez, l'histoire n'est pas finie. Hein. D'accord. Ma grand-mère m'a raconté que quelques nuits auparavant, elle s'était réveillée au milieu de la nuit et avait elle aussi vu une silhouette sombre passer devant sa porte dans la faible lumière du couloir. Comme on aurait dit qu'elle portait une sorte de robe fluide, elle a pensé que c'était sa mère, mon arrière-grand-mère, qui se levait pour aller aux toilettes, vêtue de sa robe de chambre. De plus, mon arrière-grand-mère m'a raconté qu'elle avait également vu, à une autre occasion, la même ombre sombre se cacher dans la maison la nuit. Ça veut dire qu'en plus, en plusieurs occasions, Elle a vu la même chose, la Oui. même ombre. différentes personnes... Là, ma grand-mère on et a ma l'impression grand-mère, quand même qu'il y a un esprit dans la maison qui Alors- peut-être Oui. Sauf que là, on est et dans qui a autre fait chose. appel à ces trois personnes. Alors ça peut être une explication, sachant que ce qu'on en comprend quand on se penche sur la question de ces apparitions nocturnes, ces esprits de la nuit qui apparaissent auprès des personnes qui souffrent de paralysie du sommeil, ce serait quelque chose de différent des esprits de type fantôme. Ça n'aurait pas la même origine, mais on va essayer d'y revenir un petit peu plus tard après. Mais on dirait, je suis d'accord avec toi, qu'il y a comme si une entité essayait d'entrer en contact avec eux. Oui, exactement. Parce que c'est la récurrence aussi. Si on pourra croire à ça, on pourra dire oui.
Et alors, C'est un... toi, tu te définirais plutôt comment, Naïma? Plutôt comme une sceptique ou parce que, voilà, par nature, de par ton métier, tu es Bah, une j'essaie scientifique. toujours de trouver une explication logique. Là, ce que je suis en train de... Sur cette histoire, il y a des choses qui sont illogiques. Mais est-ce que dans ta vie, il t'est déjà arrivé d'avoir des moments où tu t'es dit, il n'y a pas d'explication, au-delà de cette histoire-là, je suis confronté à quelque chose, où on me parle de quelque chose où je ne trouve pas d'explication rationnelle et je me dis que oui, je peux croire là. Oui, je suis d'accord, oui. Oui, ça, je pense que ça arrive à... On a tous des moments où on a dans la vie vécu quelque chose qu'on n'a pas d'explication, mais on a une croyance en fait quelque part, mais c'est comme ça, sans aller chercher très loin. Donc Naïma, elle est entre nous deux. Oui, elle est Mais neutre. très très peu. Elle est neutre. Elle est plus proche de toi. Elle est plus proche de mais moi, avec quand même. une petite pincée de Léo. Léo. Oui, on pourra dire ça, oui. Et alors, Timothy Brown reprend, puisque l'histoire ne s'arrête pas là, et là on fait un bond dans le temps, on passe en 2001. Alors qu'il voyage en voiture, Brown entend une émission de radio faisant référence aux personnes de l'ombre. Donc on commençait à en parler à cette époque. Il va immédiatement y voir un parallèle avec le Atman, et c'est là que ses recherches vont vraiment commencer. L'histoire... Ça l'a quand même tracassé pendant quelques années pour que ça revienne des années après comme ça. Ou alors peut-être Où il a gardé enfoui, en tout cas aussi, ou peut-être qu'il a gardé enfoui plutôt, et c'est ressorti d'un coup grâce à ça a pu l'émission. ressurgir en entendant cette émission. Pourquoi ça l'avait quand même traumatisé? Ah bah ça a dû rester présent en lui certainement. Et puis comme on le disait, le fait qu'ils étaient plusieurs à voir ça, que sa grand-mère et son arrière-grand-mère lui disent mais moi aussi j'ai vu cette silhouette, ça devait être d'autant plus troublant. Parce que la plupart du temps, quand on recueille des témoignages de gens qui sont confrontés à des phénomènes qui semblent inexplicables, l'entourage a tendance à leur dire non mais t'inventes, t'hallucines, tu te trompes, c'est pas possible. Et là on lui dit pas ça, on lui dit moi aussi j'ai vu la même chose. Oui, ça corrobore sa vision, donc c'est quand même... Ça ne peut qu'amplifier l'inquiétude Et ce climat de paranoïa presque. En plus, il arrive à sortir du lit, je trouve ça hyper courageux, même si tu me dis que j'aurais fait pareil, je ne crois pas. Et il y a personne dans le couloir, donc c'est d'autant plus déstabilisant, surtout qu'il était petit à cette époque. Donc. Il avait que 14 ans, quand même. L'histoire prétend que le Atman a en quelque sorte été une source d'inspiration pour le personnage de Freddy Krueger, ce croque-mitaine hantant les cauchemars d'adolescents pour les tuer dans la vraie vie. Le réalisateur Wes Craven a parlé d'une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était un jeune garçon, au cours de laquelle il a vu un homme effrayant marcher dans la rue avec un chapeau melon. L'homme avait des cicatrices sur tout le visage et leva les yeux vers Craven à travers la fenêtre, terrifiant le jeune garçon sur place. Le Atman a beau ne pas avoir de visage, les personnes qui l'ont rencontré déclarent tout avoir ressenti qu'il les fixait avec insistance et un sentiment de menace pesait alors sur elles. Et donc on voit que cette anecdote de Freddy Krueger, elle rejoint ce sentiment de se sentir observé par un personnage qui a l'air sorti tout droit d'un cauchemar, et ça fait penser un peu à ce qu'a vécu totalement Timothy Brown Jr. Tu vois, moi j'adore la saga Freddy, hein, donc je suis très fan et je m'inspire, ça m'inspire mes mots de passe Freddy en plus. Donc, tu ne devrais pas dire tes mots de passe en public. Je ne les dis pas, je dis que ça m'inspirait. Donc il y a assez de films pour trouver l'inspiration. Hein. Mais j'aurais plutôt cru que c'était le croque-mitaine. Et j'apprends quelque chose parce que je pensais pas que c'était Atman qui avait inspiré Wes Craven. J'aurais été plutôt sur le croque-mitaine très traditionnel, mais c'est vrai que maintenant qu'on parle de paralysie du sommeil, c'est vrai que surtout dans le premier c'est plus flagrant. On retrouve vraiment l'esprit des paralysies du sommeil dans le premier, c'est assez... Et dans l'apparence de Freddy. Et dans l'apparence de Freddy aussi, avec le petit chapeau haute forme, les traits qui sont quand même assez défigurés. C'est vrai que... Ce regard perçant. Et j'avais jamais fait le rapprochement en fait. Pour moi, c'était vraiment l'incarnation du croque-mitaine tout simplement. Et je regarderai d'un autre œil maintenant la saga Freddy. Eh ben, je trouve assez fascinant quand on explore l'envers du décor des romans, des films d'horreur, etc. Dans un épisode précédent, Naïma, on parlait de Stephen King et de son roman The Shining. Et je demandais à Fred, mais est-ce que Stephen King s'est déjà expliqué dans des interviews sur ses croyances par rapport à l'existence d'esprits, de lui hanter?
Et donc il avait pu nous partager une anecdote qui disait que oui, c'était le cas. Et souvent on se rend compte que les artistes comme ça, qui ont un domaine de prédilection centré sur le fantastique ou l'horreur, sont eux-mêmes souvent habités par ce genre d'interrogation, de crainte, voire d'expériences assez surnaturelles ou paranormales. Oui, après Stephen King, c'est le boss, le boss du boss. Il y a peut-être un seul qui devrait le détrôner, mais c'est vrai qu'il a vécu pas mal d'expériences assez, je dirais paranormales, on va le citer, mais dans le sens strict du terme, des choses qui sortent de la normalité, qu'on ne peut pas expliquer, pas forcément avec des démons, et pas tout le temps en tout cas. Mais c'est vrai que je te rejoins, je pense qu'il y a cette propension, dès que tu as une fibre un peu artistique, à prendre quelque chose de ton quotidien qui s'est passé un peu extraordinaire et le reproduire, peut-être le disséquer et l'amplifier aussi, c'est assez intéressant. J'aime bien ça, ouais. C'est ce qui me fait aimer les auteurs, moi, c'est prendre quelque chose qui est extraordinaire et d'en faire quelque chose qui devienne soit encore plus extraordinaire, voire encore plus effrayant que ce qu'on a vécu. Donc ça me plaît beaucoup, moi. Et l'envers du décor, c'est en ce sens-là qu'il est intéressant. Mm. D'où viennent les idées, comment elles se développent. Oui, je pense. C'est David Lynch qui comparait l'arrivée d'une idée à une rivière qui coule. Et donc il explique comme ça l'arrivée de l'idée, c'est pas lui qui va à la recherche d'une idée, c'est l'idée qui vient à lui, sachant que lui pratique la méditation transcendantale. Donc et à partir d'une, on développe plein en fait autour et ça devient une histoire. C'est ça. Exactement ça. Tout à fait ça. En tout cas, ils sont forts. J'aime beaucoup les gens comme ça. On va s'intéresser à un autre cas. Allons-y. Les Buhag, si je prononce bien. Il s'agit d'une sorcière issue de la culture Gula. La culture Gula est une émanation de la traite négrière ouest-africaine. Il est important de reconnaître que des esclaves d'autres origines, indiennes d'Amérique, asiatiques, etc., existaient à cette époque, mais au milieu des années 1700, les Africains constituaient de loin la majorité. Ils étaient très recherchés, et pour cause. En plus d'être des charpentiers, des maçons qualifiés, les Africains savaient cultiver l'agriculture, et en particulier le riz, une partie importante du commerce agricole de Charleston. Des Africains d'origines diverses ont été emprisonnés ensemble en grand nombre et ont formé une culture cohérente, la culture Gula. Aujourd'hui, ils sont les descendants d'esclaves africains amenés dans les Carolines à la fin des années 1500. Près d'1 demi-million de Gula vivent sur la côte est de la Floride à la Caroline du Nord. De nombreux Gula vivent dans la région des Low Country de Caroline du Sud et en particulier dans les îles Sis. Le fait que la culture Gula ait persévéré pendant des centaines d'années, malgré l'esclavage, la guerre et les catastrophes naturelles, témoigne de leur résilience et de leur courage. C'est un peuple incroyablement intéressant. Et donc sa culture qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, elle gagne à être connue aussi. Et ces Buhag, personnellement, je ne les connaissais pas. Eh bien, le Buhag est entièrement rouge et n'a pas de peau, cher Léo. Ça ne va pas être pratique, hein. La créature volera la peau de ses victimes et la portera comme des vêtements afin de se fondre dans la masse des gens qui l'entourent. Elle serait un peu comme un vampire, mais au lieu de vivre du sang, la créature vit du souffle de ses victimes. Lorsqu'elle part à la recherche d'une victime, la Buhag enlève sa peau et est capable de pénétrer dans les maisons par la plus petite des fissures. C'est un peu comme le loup avec les 3 petits cochons. La sorcière se penche alors au-dessus de sa victime pour aspirer son souffle vital. Durant l'attaque, la victime fait l'expérience de rêves qui paraissent plus vrais que nature, tout en étant particulièrement extraordinaires. Généralement, la sorcière évite généralement de tuer la personne, préférant la laisser vide d'énergie pour revenir la consommer plus tard. Mais si la victime se réveille et se débat, la sorcière la tue pour lui voler sa peau et s'en servir comme un déguisement. C'est quand même d'une grande violence. Avec un risque. Avec un risque, oui, complètement. Et donc cette Buhag, cette sorcière, elle se penche sur la poitrine de ses victimes pour aspirer son souffle vital. Mais elle lui en laisse une partie pour revenir se nourrir plus tard. Elle fait des économies, elle fait son garde-manger. C'est la fourmi. Pratique.
Au final, l'exploration de ces différentes créatures nous montre que, depuis fort longtemps, différentes cultures ont cherché des explications à la paralysie du sommeil. Si certains mythes sont difficiles à croire, on trouve beaucoup de témoignages troublants concernant des personnes de l'ombre et nous allons en partager quelques-uns avec vous. Et au terme de ce paragraphe, nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode sur les paralysies du sommeil et les démons associés. Vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine qui sera tout aussi palpitante. Et on espère bien vous retrouver attablés à notre buffet froid. Et en attendant, on vous souhaite de passer des soirées effroyables.